Il orchestre la promotion de la radio numérique en Belgique et même au-delà. Pour débuter cette matinée, nous accueillons Francis Goffin, président de maradio.be. Bonjour Francis, nous vous écoutons. Bonjour, merci Catherine, merci Olivier. Madame la ministre, monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, chers collègues et amis de la radio, mesdames et messieurs, bonjour et merci tout d'abord pour votre présence ce matin. C'est avec un très grand plaisir que j'ai donc l'honneur, au nom du conseil d'administration de maradio.be, d'ouvrir notre Digital Radio Day 2021. Vous l'avez évidemment constaté, l'édition de cette année se passe dans des conditions tout à fait particulières qu'aucun d'entre nous n'aurait jamais imaginé lors de notre première édition du Digital Radio Day, c'était en octobre 2019. Depuis, malheureusement, l'onde de choc de la Covid 2019 est passée par là et nous a contraints à tout d'abord retarder notre édition 2020, espérant toujours pouvoir revenir à une conférence en présentiel pour finalement la reporter à ce jour, avant-veille de la journée mondiale de la radio célébrée chaque année le 13 février et à réaliser notre édition à distance. Je me retrouve donc ce matin, comme vous toutes et tous, à devoir participer et suivre cette conférence en mode télétravail, avec toutes les contraintes que cela implique, mais aussi certains avantages, puisque nous avons découvert qu'avec la distance, eh bien, nous avons plus que doublé l'assistance à notre édition de cette année. Alors, en guise d'introduction à cette édition 2021 du Digital Radio Day, je voudrais souligner l'importance à nos yeux au conseil d'administration de maradio.be d'organiser régulièrement cet événement, même dans des situations difficiles comme celles que nous connaissons actuellement, car notre événement est tout à fait unique en Fédération Wallonie-Bruxelles, puisqu'il regroupe toutes les parties prenantes de la numérisation de la radio pour faire le point sur ce qui est en fait une évolution de la radio, tant chez nous qu'ailleurs en Europe. Et nous sommes heureux de pouvoir organiser cet événement en réunissant les différents acteurs de la radio, démontrant ainsi une des facettes de l'utilité de maradio.be pour le secteur. Utilité en fait à plusieurs niveaux: informer, promouvoir, conseiller, innover, veiller à l'intérêt de la distribution numérique de la radio. Tout cela nous fait penser que notre alliance maradio.be, créée fin 2013, est plus que jamais pertinente en cette deuxième décennie du XXIe siècle. J'ai prononcé le mot « alliance », qui, vous le verrez, est un des thèmes de notre matinée, pour deux raisons. Tout d'abord, car maradio.be, c'est bien cela, une alliance des radios belges francophones pour gérer et promouvoir ensemble, avec l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la migration numérique de notre média. Et aussi parce que si s'allier entre concurrents pouvait sembler atypique, voire saugrenu il y a 7 ans lorsque nous nous sommes lancés, depuis lors, d'autres territoires s'y sont mis aussi, comme nos collègues flamands en 2019 avec Digital Radio Vlaanderen. Et aujourd'hui, on va en parler ce matin, la création d'alliances est une véritable tendance en Europe pour faire face aux dangers du monde connecté qui guette tous nos médias, nos radios. Car aujourd'hui, ceux qui pensent que l'union dans la distribution, car il s'agit bien de distribution et pas de contenu bien évidemment, ceux donc qui pensent comme nous que l'union dans la distribution fait la force de la radio, eh bien ils ont compris qu'il y a bien plus de risques à se faire affaiblir à moyen long terme par les géants du web que par leurs concurrents historiques du secteur. Et notre objectif à maradio.be, c'est de rassembler les concurrents pour faire en sorte que notre média bien-aimé puisse naviguer dans l'océan de plus en plus agité du numérique afin de toujours pouvoir atteindre les auditeurs facilement, un peu comme à l'époque analogique en fait, sans se faire piéger par les nouveaux géants du numérique. Et la meilleure route pour pérenniser la fidélité de nos auditeurs, c'est bien évidemment d'abord le DAB+. Car vous allez le voir ce matin, avec la présentation en exclusivité des résultats de la 3e vague de l'étude Ipsos, c'est bien le DAB+, qui est la technologie numérique qui reproduit le mieux la fréquence d'écoute de la FM, la fidélité des auditeurs, qui nous garantit de pouvoir les toucher sans intermédiaire, avec une bonne qualité, tandis que les auditeurs qui l'ont déjà découvert en sont de plus en plus satisfaits. En fait, tout se met bien en place, vous allez le voir, et on peut dire maintenant avec certitude que la bascule numérique de la radio est bien enclenchée chez nous, avec en tête, et ce pour la première fois,
le DAB+, qui est bien parti pour succéder à l'FM. Et cela va encore s'accélérer, puisque bien évidemment, nos campagnes de promotion vont continuer, les ventes de récepteurs, vous allez le voir, s'envolent, la couverture technique va encore s'améliorer, et nous pourrons aussi bientôt nous réjouir du fait que l'offre DAB+, va encore s'enrichir cette année, avec le démarrage de plusieurs MUX locaux pour les radios indépendantes. Et je félicite la radio indépendante qui sont arrivées à s'entendre l'an passé, car je sais que c'est un exercice pas simple du tout, et j'encourage toutes les autres à trouver un accord et à finaliser au plus vite. Alors s'il reste encore des non-convaincus du DAB+, parmi nous, qui pensent, comme je l'entends encore parfois, que le DAB+ arrive trop tard, qu'on pourrait s'en passer et faire peut-être directement la jonction entre la FM et la 5, ou pourquoi pas peut-être la 6G, je leur dis peut-être, mais quand et à quelles conditions financières? Car tous les spécialistes que nous avons interrogés à propos du potentiel de la 5G pour la radio, eh bien, ils nous disent ceci. D'abord, quand on parle du démarrage de la 5G actuellement, eh bien, c'est généralement une sorte de fausse 5G, une sorte plutôt de 4G+, qui ne change en fait pas grand-chose pour nous, les radios, car on sait que la 4G, c'est vraiment pas terrible pour écouter la radio, et le public d'ailleurs ne s'y trompe pas, ça reste un usage tout à fait minoritaire. Ensuite, ils nous rappellent surtout qu'on l'oublie, la 5G n'a pas été conçue pour diffuser des médias, encore moins des radios, mais bien avant tout pour connecter des objets. Et enfin, ils nous rappellent que chaque nouvelle génération de G nécessite 10 ans pour être adoptée par la population avant de pouvoir passer à la suivante, et que le passage à la généralisation de la 4G au sein de la population en Europe, eh bien on l'oublie, elle n'est encore qu'à son début. Et moi, je n'ai pas l'impression, je ne pense pas qu'on puisse encore vivre pendant 20 ans avec l'AFM en restant attractif pour la population, en attendant une nouvelle technologie dont on ne connaît en fait rien. Alors oui, pour les prochaines années, et de nombreuses prochaines années encore, le DAB+ est la meilleure solution qui soit pour préserver la fidélité des auditeurs et notre indépendance par rapport aux géants du web. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut rien faire au niveau d'Internet, que du contraire, car c'est bien là que le danger nous guette, en numérique et pas en DAB+. Le regroupement sur des plateformes digitales communes sous IP, comme nous l'avons fait avec radioplayer.be, s'avère en fait plus que jamais vital pour éviter de se faire piéger, comme je le disais tout à l'heure, mais s'agissant de l'océan du numérique, je devrais plutôt dire pour éviter de se faire pirater nos places auprès des auditeurs, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Je vous remercie pour votre participation, je remercie le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour son soutien et je remercie l'équipe de MaRadio pour l'organisation de cette édition 2021 du Digital Radio Day qui est maintenant lancée. Bonne conférence et vive la radio numérique. C'est important pour les radios de la Fédération Wallonie-Bruxelles de se lancer dans cette aventure numérique. Le DAB+, c'est ça, c'est le successeur quelque part de l'AFM. Et on voit une belle progression aujourd'hui de ce DAB+, qui a commencé avec les radios de la RTBF, mais qui est passé sur les radios en réseau. Et donc, si on regarde la fin 2019, il y avait plus ou moins 25% de récepteurs compatibles. Aujourd'hui, on est à 40%. Et donc, ça permet une réelle qualité d'écoute pour les auditeurs, de manière gratuite, de manière généralisée sur tout le territoire. Et quelque part, ça fait le pendant à la qualité qu'on pouvait retrouver sur certaines structures liées au GAFAN. Sauf qu'ici, ça fait aussi la promotion de la diversité culturelle, puisque les radios en Fédération Wallonie-Bruxelles ont des contraintes ou des implications en matière de diversité culturelle via les quotas. Et donc, c'est en même temps soutenir la diversité culturelle, en même temps soutenir nos médias. Alors, une façon d'accélérer les choses, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus possible de récepteurs compatibles. On sait que depuis 2020, il y a une obligation pour les véhicules neufs maintenant d'avoir des récepteurs compatibles. C'était une avancée importante. D'ailleurs, les véhicules neufs de 2021, 92% d'entre eux sont aujourd'hui compatibles avec le DAB+. Il faut évidemment poursuivre cette progression. Une autre façon de soutenir le système, c'est d'aider les radios indépendantes qui, elles, ont commencé les démarches, ont commencé à pouvoir rejoindre la DAB+, mais qui rencontrent des difficultés, et donc il faut les soutenir et les aider.
Alors la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place des aides pour soutenir l'infrastructure à développer pour ces radios indépendantes. C'est compliqué pour elles aussi parce qu'elles doivent se mettre ensemble à plusieurs pour pouvoir avoir accès au multiplex. Et donc la Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu des aides financières pour leur permettre d'avoir cette infrastructure et les soutient, les accompagne dans cette démarche puisqu'ils doivent choisir ensemble un opérateur qui va permettre de diffuser alors ensemble ce signal. C'était important pour le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de poursuivre l'aide pour les radios qui n'ont pas encore demandé à rentrer dans le processus. 16 d'entre elles l'ont déjà fait. Aujourd'hui, il faut pouvoir permettre à ces radios indépendantes de continuer et d'y entrer. Et donc oui, il y a des montants supplémentaires qui sont prévus en 2021. Alors pour le moment, il y a un montant de 500 000 € qui est de côté. Maintenant, si on devait avoir besoin de plus, ce qui n'a pas été le cas précédemment, on aviserait évidemment. Mais en tout cas, il y a une somme réservée pour cette action-là. Alors on a fait passer au Parlement le décret SMA, donc qui transpose les directives européennes. Et dans ce texte, on a travaillé à cette difficulté d'avoir l'unanimité pour choisir l'opérateur. On a descendu quelque part l'unanimité à 80%. Et donc c'était un des freins dans le trajet des radios indépendantes. Aujourd'hui, donc, on permet d'aller plus vite puisqu'on passe à 80%. J'écoute le DAB+ dans ma voiture, puisque c'est le moment où j'ai le plus le temps d'écouter la radio. Et donc oui, effectivement, je suis auditrice. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu, surtout sur les passages musicaux, on sent la différence de qualité, plus de précision, un peu plus de profondeur. Et donc oui, je suis une auditrice du DAB+. Voilà, merci encore à notre ministre des Médias, Madame Bénédicte Linard. Nous allons à présent évoquer l'année de transition que représente cette année 2021 pour la digitalisation de notre paysage radiophonique. Et pour cela, nous accueillons Monsieur Karim Ibourki, président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour et bienvenue Monsieur Ibourki, nous vous écoutons. Bonjour, merci à toutes et tous de m'écouter. Bonjour à Madame la ministre et à ses représentants et évidemment un grand merci aux organisateurs, à la SBL maradio.be de m'avoir invité à dire quelques mots. Comme ça a été dit tout à l'heure, jamais nous n'aurions imaginé lors de la dernière édition du Digital Radio Day il y a un an que nous ferions la prochaine édition par écran interposé. Ce monde d'avant, si décrié à certains égards, était aussi celui des échanges conviviaux. On l'a vu dans le petit clip que vous avez passé en entrée, en début d'émission. Les poignées de main, les verres pris ensemble, les échanges, toute cette convivialité qui nous manque à toutes et à tous. Espérons que la prochaine édition rassemblera davantage à celle du monde d'avant, qui avait donc aussi ses bons côtés. Si le monde de la radio, évidemment, a été fortement touché par la crise que nous traversons, c'est aussi un monde qui s'est adapté de manière extrêmement rapide aux nouvelles conditions. En effet, si des réorganisations ont dû avoir lieu en faisant appel à la créativité et à la souplesse, les stations n'ont pas cessé d'émettre. Et sans doute que bon nombre d'auditeurs ont à peine perçu les difficultés pourtant énormes et les obstacles qui ont dû être surmontés par les équipes de production et de diffusion. Cette capacité d'adaptation, cette réactivité, cette agilité, pour parler un peu comme les consultants, est vraiment une des marques de fabrique du média radiophonique et doit véritablement être soulignée. Au niveau du CSA, de par nos contacts quasi quotidiens avec les éditeurs, nous savons les efforts qui ont été fournis et les difficultés rencontrées. Comme je l'avais déjà dit, il va de soi que le collège, et c'est un message que je veux faire passer, tiendra compte de la situation passée et actuelle dans le cadre des contrôles des différentes obligations des radios. Nous continuerons d'ailleurs d'être aux côtés des éditeurs dans le cadre de la mise en place du DAB+, en facilitant du mieux que nous le pouvons les contacts pour la détermination des opérateurs techniques pour les radios indépendantes. Comme Francis tout à l'heure, je voudrais saluer à cet égard le travail qui a été effectué par toutes celles et tous ceux qui permettent aux multiplex déjà constitués de se déployer. Nous savons que c'est une entreprise qui n'est pas simple. La ministre a évoqué une avancée, effectivement, dans le cadre du décret SMA qui permettra de ne plus absolument recourir à l'unanimité pour trouver un opérateur. Nous pensons évidemment que c'est une bonne chose.
Et donc, si on a pu avancer dans des conditions difficiles en 2020, il est tout aussi clair que 2021 restera une année de transition et que les pouvoirs publics devront poursuivre leur soutien à la digitalisation de notre paysage radiophonique. La perpétuation de l'aide annoncée par la ministre est en ce sens évidemment une bonne nouvelle pour le secteur. Alors, pour éclairer le gouvernement et plus largement tous les intervenants, le CSA publiera dans quelques semaines les résultats de sa deuxième vague de sondage sur les conséquences économiques de la pandémie. Nous avions publié au mois de mai une première vague et nous avons continué ce sondage parce que nous pensons évidemment que les conséquences des événements que nous avons connus en 2020 risquent évidemment de se perpétuer en 2021. Alors, pour terminer cette courte intervention, je souhaite aussi rappeler que la Commission européenne, on l'oublie quelquefois ou on ne le souligne pas assez, a publié en décembre dernier les grandes lignes de son Media Action Plan, qui vise à soutenir par divers mécanismes, dont des aides directes, le secteur des médias. Il est important que chacun à son niveau suive ce dossier de près afin que le monde de la radio, dans toute sa diversité, puisse bénéficier des mécanismes qui seront mis en place. Ces mécanismes ne doivent pas s'adresser uniquement aux grands groupes audiovisuels, mais aussi soutenir la diversité et le pluralisme radiophonique dans notre pays. Je puis en tout cas vous assurer qu'à titre personnel, en tant que vice-président de l'ERGA, l'Association des régulateurs européennes, je continuerai à attirer l'attention de mes interlocuteurs à la Commission européenne sur l'importance de la préservation du pluralisme radiophonique. Madame la ministre, mesdames, messieurs, je vais clore ces quelques mots ici car le programme de la journée est riche et diversifié et je me réjouis d'entendre les contributions des prochains intervenants et notamment les résultats, les chiffres des différents sondages et de la pénétration du DAB+, qui seront présentés tout à l'heure. Bonne journée et bon travail à toutes et à tous. Merci Monsieur Ibourki, effectivement ces chiffres seront présentés tout à l'heure et vous n'allez pas être déçus, ça c'est du teasing. Vous restez avec nous évidemment, tout comme Francis Goffin, président de maradio.be. Normalement Vincent Chapoulot nous rejoint également, conseiller de la ministre des Médias Madame Linard par liaison vidéo, et puis Eric Adelbrecht, administrateur délégué de maradio.be, nous rejoint également en plateau puisque l'heure est venue à présent pour vous de réagir avec une première session de questions-réponses. Voilà, et avec une première question adressée au CSA. Un des rôles du CSA, et on le sait, de pouvoir réguler les éditeurs reconnus sur son territoire, s'assurer que tout le monde respecte bien ses obligations et les lois en vigueur. Les agrégateurs mondiaux proposent des centaines de programmes qui ne respectent ni obligations et droits. Alors, quelle est la position du CSA à ce sujet ? Et n'y a-t-il pas une forme de discrimination par rapport aux éditeurs belges, Monsieur Ibourki ? Oui. Si on me demande s'il y a une discrimination, bien sûr. Alors, dans la série de textes qui ont été présentés au mois de décembre par la communication, par la Commission européenne, il y a aussi le Digital Service Act qui vise à, aussi accroître les obligations de toute une série de plateformes qui ne sont pas établies en Europe, mais qui visent le territoire européen. Il y a aussi le décret SEMA qui a été adopté tout à fait récemment, la semaine passée, voté au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui accroît les compétences des régulateurs en matière de régulation audiovisuelle, justement vers les plateformes qui visent le territoire de la communauté française. Mais c'est clair qu'on est face à des grandes difficultés. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de continuer à être présent au niveau européen, voir les textes qui ont été déposés au mois de décembre dernier, et chacun, là où nous sommes, essayer de faire en sorte que les règles de concurrence, le fameux level playing field régulatoire, soient le plus juste possible. C'est clair que c'est un défi. Et nous devons tous essayer de mobiliser pour appuyer là où il le faut. Et à ce stade, c'est essentiellement au niveau européen que ces enjeux sont discutés. Mais croyez bien que le CSA, et je vous le disais tout à l'heure dans ma qualité de vice-président de l'ERGA au niveau européen, on est très attentif à ces questions-là et on essaye chaque fois qu'on le peut de souligner ces difficultés. Mais je vous dis, voilà, il y a une série d'initiatives, il y a une initiative qui a été votée, le décret SEMA, il y a des initiatives qui ont été présentées par la Commission européenne en décembre. Il faut vraiment maintenant
à tout niveau, que nous saisissions ces dossiers et que nous regardions les différentes implications pour le paysage radiophonique belge francophone. Même question pour Monsieur Chapoulot, conseiller de la ministre des Médias, Madame Linard, concernant justement cette discrimination possible. Alors la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un petit territoire à l'échelle du monde et des grands agrégateurs mondiaux. Comment peut-on réagir pour que tout le monde respecte ses obligations, Monsieur Chapoulot? Et donc, la communauté française n'a pas vocation à réguler les acteurs mondiaux. Donc, on est un petit territoire et on ne peut réguler effectivement que les opérateurs qui relèvent de la compétence de la communauté française. Donc, ce serait de fausses illusions que de croire que nous avons des capacités. Je parle même simplement au niveau juridique. Je parle même pas au niveau de l'ambition politique, mais au niveau juridique, il n'existe pas de capacité de réguler de la même manière que nos opérateurs traditionnels et locaux, les opérateurs mondiaux. Le président du CSA a rappelé qu'il existe par ailleurs, en dehors des instruments traditionnels de régulation, il existe au niveau européen d'autres instruments qui effectivement vont certainement permettre une forme de régulation, une supra-régulation, qui va permettre effectivement de pouvoir, en tous les cas, appliquer une sorte de régulation, mais qui ne sera pas une régulation aussi poussée que celle que l'on peut exercer juridiquement à l'égard de nos opérateurs locaux. Très bien, on poursuit avec vous, Monsieur Chapoulot, avec cette question. Y aura-t-il bientôt un nouvel appel d'offres pour le DAB+. Alors pour le moment, le DAB+ est en train a été lancé en 2019 dans le cadre d'un appel d'offres. Les candidatures ont été posées et normalement, en principe, la durée des autorisations est de 9 ans. Donc a priori, sauf peut-être des compléments, parce je pense qu'il reste très peu de fréquences disponibles en définitive pour le lancement éventuellement d'un appel d'offres complémentaire. Mais quoi qu'il en soit, l'appel d'offres a déjà été lancé en 2019 pour une durée de 9 ans. Alors, c'est au terme de ces durées d'autorisation que se posera véritablement la question d'un nouvel appel d'offres général. Maintenant qu'on est rentré, merci Monsieur Chapoulot, de plein pied dans le DAB+, qui a été lancé officiellement, tout le monde se pose la même question, alors peut-être moins les auditeurs que les éditeurs. Quand la FM va-t-elle s'éteindre? Et là, je peux peut-être faire un petit tour des trois personnes, peut-être commencer par vous, Monsieur Chapoulot. A-t-on une idée de la période de transition, de double diffusion dans laquelle on est entré maintenant, et de la fin de cette période de double diffusion? Alors absolument pas, on n'a pas d'idée précise et exacte, et ce serait bien prétentieux que de s'avancer sur une date de basculement. On est attentif comme tous les intervenants ici à l'évolution des chiffres qui vont nous être présentés dans quelques instants, en tout cas dans le courant de la journée. Ce seront manifestement, d'après l'introduction de Monsieur Goffin, des chiffres encourageants. Et je pense qu'il faut donc suivre l'évolution de ces tendances pour voir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on atteint un seuil critique où on peut aller vers un basculement. Ça ne pourra pas se faire de manière unilatérale, ça ne pourra pas se faire de manière non concertée. Et donc, ça doit être fait en bonne intelligence avec l'ensemble des parties intéressées, que ce soit le régulateur, que ce soit les opérateurs, parce qu'ici est en jeu un peu les modèles économiques de chacun. Donc il faut veiller il faut veiller impérativement à préserver ces équilibres, tout en étant attentif effectivement à l'évolution de la progression du DAB+, qui manifestement est encourageante. Merci Monsieur Chapoulot. Effectivement, alors en 10 secondes, Monsieur Goffin, peut-être une date? J'aimerais vraiment avoir une date, moi. Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Goffin. Attendez, un petit instant.
On va passer à Eric Adelbrecht, peut-être. Eric Adelbrecht, une date. Quand va-t-on éteindre la FM? Alors, je vais rien dévoiler d'extraordinaire. Je pense que c'est effectivement ce qu'on a dit. Ça sera un moment. On va devoir évaluer au fur et à mesure de l'évolution de la transition numérique. Et ça sera un moment qu'on devra définir ensemble avec toutes les parties concernées pour que ça soit le bon moment afin de ne pas couper la FM trop tôt, vraiment à trouver le bon équilibre et le bon moment. Certains parlent de la fin des autorisations actuelles, donc de la période de 9 ans dans laquelle on est entré maintenant. Est-ce que c'est réaliste? Peut-être, si les chiffres continuent à évoluer de la manière que l'on connaît, si les gens continuent à s'équiper, si tout ce qui est en train de se mettre en œuvre fonctionne bien, oui, peut-être que c'est un horizon. Ça sera peut-être plus tôt, ça sera peut-être plus tard. En termes économiques, c'est vrai qu'il faudrait que ça soit le plus tôt possible, puisque cette double diffusion coûte 2 fois une diffusion. Mais voilà, on n'a pas de boule de cristal, et ce qui fait qu'on doit continuer le boulot. Et puis peut-être, quel est l'impact de la crise sanitaire qui, on le sait, a retardé beaucoup de choses là-dessus? À quel point? La crise sanitaire économiquement nous impacte très très fort, surtout les produits privés qui vivent à 100% de la publicité. Et donc quand en même temps on a une double diffusion qui nous coûte 2 fois le prix et qui ne nous rapporte pas de revenus pour l'instant, c'est effectivement assez compliqué. Donc on a la double peine pour l'instant, mais on a été soutenu par le gouvernement qui nous a octroyé des aides pendant cette période-là, et on espère qu'il continuera à être attentif à notre situation.